Alors, cette semaine avec le coup de cœur, je crois que je vais en décevoir quelques-uns parce que je sais que plus d'une et plus d'un s'attendent à un coup de cœur que je mette en avant. Bon, je vais casser le suspense tout de suite. Non, je ne mettrai pas pour l'instant Capitaine Flamme en coup de cœur. Non pas que ça ne vaille pas le détour, mais au final, on a tous notre petite pointe de nostalgie pour suffisamment avoir envie de bercer dedans, même si je peux déjà vous rassurer qu'il est vraiment très très bon. Mais ça, j'en reparlerai très probablement dans une prochaine vidéo. Là, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, de l'album dont je vais vous parler aujourd'hui et que je mets en coup de cœur, eh bien, c'est un autre type d'album. Ça va faire du bien de breaker avec ce qu'on a fait habituellement. Je vais vous changer un petit peu de style, d'habitude, d'ambiance même. On va parler un peu de fantastique, de mystique, et puis un peu d'un petit côté parisien. On va plonger dans tout ça, avec les navigateurs de Serge Lehmann et Stéphane de Caneva. Alors, c'est des auteurs que vous connaissez peut-être en fait, parce que c'est pas la première fois qu'ils ont travaillé ensemble. Je pourrais citer Métropolis pour ne citer que celui-ci, mais il y en a d'autres. Je dois avouer que le scénariste Serge Lehmann est quand même doué dans ce genre-là. Ça a été un des premiers à explorer cette période d'un Paris mystique début du XXe siècle, remettre en avant le fait que les super-héros qu'on connaît en Amérique, eh bien, ils ont préexisté, tout simplement, et pas n'importe où, chez nous. C'est toute la littérature de début XXe siècle. Alors, oui, je sais, pour les spécialistes, je raccourcis énormément. On pourrait faire tout un débat dessus, j'en suis bien conscient. Mais juste pour cadrer, c'est quand même un des auteurs qui a été le premier à faire ça. Signalons en premier tout simplement la fameuse Brigade Chimérique. Si vous l'avez lu ou si vous ne l'avez pas découvert, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil. Mais revenons au navigateur. Parce que là, avec un titre comme ça, la couverture, voyez en plus que c'est un album qui clairement pèse son poids. Je vous le dis tout de suite, un album en noir et blanc qui va mériter son titre de roman graphique sous plusieurs aspects. Déjà, voilà, on est sur un album qui dépasse le cadre classique de l'album. Par contre, il est chapitré aussi comme un roman. Au niveau référence, il y a de quoi faire. Il y a des styles graphiques aussi, avec des inclusions de planches, des références à des gravures aussi qui sont dedans. Voilà, donc il y a vraiment pardon, excusez-moi, un mélange de genres qui vaut le détour, mais avec une histoire qui va commencer dans du réel et qui va vous emmener tout doucement vers du fantastique. Alors déjà, quand je vous dis ça tout de suite, normalement, vous devriez avoir quelques références littéraires qui viennent en tête, parce que dernièrement, elles ont été énormément adaptées. Je ne citerai qu'Edgar Allan Poe ou encore H.P. Lovecraft. Je pense que c'est pas anodin. On voit bien qu'on a une ambiance qui colle tout à fait à ça. Alors, quelle est cette histoire? Eh bien, cette histoire, c'est l'histoire de trois amis. Trois amis qui se connaissent depuis qu'ils sont tout petits, tout simplement parce qu'ils vivaient dans le quartier du Panorama à Clamart, tout simplement. C'est ce qui leur a valu leur surnom. Max, Arthur et Sébastien. Alors, trois typologies d'individus, mais totalement différents. Sébastien, enfant déjà habillé comme un adulte, propre sur lui, carré, bien, comment dire, bien de sa personne, ça c'est une chose, mais surtout avec un portefeuille bien garni. Et puis on a Arthur et Sébastien, le gamin fraîchement arrivé d'un côté, l'homme qui s'écrit, enfin l'enfant qui s'écrit sa propre mythologie de l'autre. Voilà, vous voyez bien, trois caractères mais totalement différents. Et pourtant, ça va coller. Ça va tellement coller que, eh bien, ils ne vont jamais se quitter. Quelques aléas de la vie, quelques distances. Sauf que voilà, nous sommes en 2010. Nos héros, pour au moins deux d'entre eux, travaillent dans la même maison d'édition dont ils sont plus que partie prenante. Et puis une nouvelle arrive, le retour de Neige. Alors, pas la météo, la personne. Oui, Neige, c'est une personne, c'est une femme. Une jeune fille qu'ils ont rencontrée à l'époque du gang, de la bande du Panorama. La seule à être entrée dans leur bande, et on sent qu'il y a quelque chose qui les a changés, bouleversés.
il y a eu des choses hein, qui se sont passées et c'est ce qu'on va nous livrer. Sauf que voilà, jusque-là, ça pourrait être une histoire on ne peut plus banale. Renouer avec le passé, rencontrer, retrouver en fait les fissures, les brisures que chacun a eues, comprendre pourquoi Neige, qui avait tout quitté, est revenu. Bah, c'est tout ça qu'on va découvrir. Mais, eh ben non, ça va pas être que ça. Tout simplement parce que Neige, qui habite une vieille bâtisse, euh, en fait, un soir dans le quartier, un horrible bruit va retentir. Et ça tombe bien parce que justement, c'est justement là que notre cher héros voulait aller lui rendre une petite visite avant la date officielle, entre guillemets. Sauf que là, il va apercevoir par une fenêtre éclairée la silhouette de Neige. Bon, a priori nu. Bon, ouais, on va dire ça le titille, mais c'est sur là où il va oublier tous les côtés un peu triviaux de ce qu'il vient de voir, c'est que la première image est vite c'est n'importe quoi, est vite effacée par eh bien, une gigantesque araignée. Enfin, ce qui ressemble à une araignée. Le cri est là, tronitruant, cette image qui l'obsède, tout d'un coup, plus rien. Plus rien, la police est appelée, on va voir rien. Si ce n'est pas de corps, pas de disparition, elle n'est pas là. Eux sont tout de suite, parce qu'en fait, Sébastien et lui sont tous les deux sur les lieux parce qu'ils se sont précipités, forcément. Forcément, c'est les premiers suspects, on les interroge. Bon, pas de corps, pas de problème, hein, sauf qu'on trouve une baignoire à moitié vide, des vêtements laissés en plan et une serviette trempée par terre. Voilà, c'est la seule trace qu'on a. Mais surtout, ce qu'on va découvrir, c'est dans une salle, une gigantesque fresque qui était cachée sous du papier peint. Une fresque un peu dérangeante, une sorte d'outre-monde qui est là, et dans la fresque, une araignée, et entre les pattes de cette araignée, une jeune femme nue, étendue, a priori complètement évanouie, et sur l'épaule de cette jeune femme, un tatouage. Or, ce tatouage, c'est celui de Neige. Là, ça commence à déborder, à titiller, parce que il y a un truc qui colle pas. Cette fresque est manifestement là depuis peut-être début 20e siècle, peut-être plus loin. Et là, nos héros vont commencer à se poser des questions. Il y a un truc qui cloche. Est-ce que c'est un canular? Est-ce que c'est préparé? Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que c'était que ce bruit qui a réveillé, dérangé tout le quartier? Une sorte de cri horrible à faire trembler les murs. Et là, ils vont enquêter. Ils vont décider d'enquêter. Sauf que plus ils vont creuser, moins les choses vont leur paraître normales. Moins les choses vont leur paraître claires. D'autant que plus ils enquêtent, plus ils s'aperçoivent que certains endroits, des fresques similaires existent. Et commencer à gratter doucement le vernis de Paris, de son histoire réelle, mais aussi de son histoire occulte. Et oui, car peut-être sous ou à côté, comment le définir, on ne sait pas trop, sous le Paris que l'on connaît, il y a peut-être un autre Paris, un autre lieu, un autre monde. Et c'est tout ça qu'on va découvrir. Le tout est de savoir où est-ce que ça va les mener, où est-ce que ça va mener, le lien avec eux aussi. Et puis surtout, qu'est-ce qui va en sortir? Parce que très clairement, jouer avec l'indicible, pour ceux qui ont lu Lovecraft, vous savez que généralement ça se passe rarement bien. Et en l'occurrence, est-ce que c'est réellement ça ou est-ce que ils partent complètement en sucette? C'est toutes les questions que nous allons découvrir avec de belles surprises, une belle plongée dans le mysticisme parisien qui va vous rappeler le début 20e siècle. On n'est pas, alors si je peux rassurer tout de suite beaucoup d'entre vous, on n'est pas du tout dans l'horreur, on n'est pas du tout dans ce côté démonstratif. Non, c'est plus subtil, c'est mieux construit, c'est ma référence à Poe et à Lovecraft, je pense qu'elle n'est pas usurpée. On pourra en débattre hein, si vous le souhaitez, mais franchement, il y a cette ambiance-là. Côté réaliste, côté parfois un peu déroutant, l'impression de vivre un rêve éveillé, ou en l'occurrence un cauchemar éveillé. C'est tout ça que vous allez retrouver dans cet album. Donc, très sincèrement, je vous conseille de le découvrir, surtout si vous n'êtes pas coutumier du fait, parce que là, franchement,
il y a de la richesse, on accroche, on se laisse bercer, on se fait surprendre. Il y a vraiment de la matière. Donc très sincèrement, je vous souhaite de le découvrir, de le partager. Vous savez qu'on est toujours là pour en parler si vous en avez besoin. Quoi qu'il en soit, en attendant, moi je vais vous laisser eh bien, le découvrir encore une fois, vous avez une bonne découverte, une bonne lecture, et comme d'habitude, à bientôt. Allez, au revoir.